dans cet institut, dans cet ensemble, ça veut dire peut-être qu'on est plus neutre, là, parce que moi j'aurais tendance à dire, c'est mon impression personnelle venant de l'extérieur, qu'il y a peut-être une situation de guérilla. La question c'est qui a commencé. C'est comme dans une guérilla, qui a attaqué l'autre. Alors on peut très bien dire que certains ont détruit des villes, peut-être pas, mais on peut peut-être dire aussi que, comme vous dites tout à l'heure, les OGM ont été imposés par des promoteurs avant d'avoir des résultats scientifiques qui prouvent l'innocuité des OGM, aussi bien au plan sanitaire qu'au plan environnemental. Alors deux choses que je terminerai là-dessus, parce qu'au plan sanitaire, bien évidemment, beaucoup de gens pensent que l'étude de Seralini n'apporte pas de preuves, mais à l'inverse, j'ai que comprendre qu'il n'y a pas d'autre. Et c'est qu'au défaut de 3 mois. Donc si personne d'autre n'a fait des essais de 3 mois, aucun essai concluant, on ne peut pas dire qu'il y a la preuve que c'est l'innocuité. Maintenant, au niveau environnemental, moi j'essaie de m'informer, il y a quelques années, à une conférence organisée, en fait, journée de conférence organisée par la Société française de biologie avec 7 scientifiques, dont il y avait Seralini, mais il y en avait 6 autres. Et moi, j'ai retenu, comme conclusion de la journée, que c'est dès l'instant où c'est des scientifiques dans le domaine de la biologie, ils sont très sceptiques sur les OGM, y compris des chercheurs liés au CNRS qui avaient fait des travaux montrant qu'il y a 2 manières de diffuser le pollen, dont une verticale et une horizontale, et qui fait que, effectivement, on ne peut pas garantir, même avec une distance, avec une certaine distance, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas des pollens qui vont contaminer nos cultures, notamment des cultures biologiques, qui seraient, elles, saccagées. Alors, premier point, le vote. Nous ne votons pas au HCB, et particulièrement pas dans mon comité. Je dis particulièrement pas parce que j'ai été l'objet depuis le début d'une pression extrêmement forte de la part d'un certain nombre d'organisations membres qui souhaitaient effectivement que nous votions. Je me suis située dans une perspective tout autre. Pour moi, le vote n'apporte rien. Il est d'une part clivant. C'est forcément un gagnant, un perdant, et ça c'est très mauvais pour l'organisation du débat. C'est en plus assez peu intéressant parce que immédiatement les journalistes reprennent la recommandation sous l'angle de tant de pour, tant de contre, mais sans essayer de creuser et de comprendre les arguments des uns et des autres. Donc voilà, pour toutes les raisons du monde, moi je ne suis pas du tout favorable au vote, et surtout pour la raison qu'a mentionné William tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 13 et donc une minorité contre 14 et donc une majorité, que les 13 voix minoritaires n'ont en elles-mêmes, perdent en elles-mêmes, parce qu'elles sont minoritaires, tout leur intérêt. Voilà. Donc chez nous, nous ne votons pas. Et c'est précisément ce que certains regrettent. C'est que parce que nous ne votons pas, nos recommandations n'orienteraient pas suffisamment le décideur dans une direction donnée. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple de dire, puisque 20 personnes sont favorables, eh bien, allons-y, prenons la décision de mettre en culture. Ça n'est pas la direction que nous avons empruntée. Et encore une fois, je le revendique. Maintenant, sur la question de la neutralité. Si la question s'adresse au CES lui-même, est-il neutre? La réponse est non, bien sûr, il n'est pas neutre, il ne peut pas l'être, dès lors qu'il représente des intérêts clairement affichés, celui de l'industrie pharmaceutique, celui de l'agriculture ceci, celui de l'agriculture cela, celui des consommateurs, etc. Chacun vient là pour défendre un intérêt. Il n'y a là rien de neutre. Après, on peut faire en sorte de travailler de la manière la plus ouverte possible, en étant le plus objectif possible, le plus impartial possible, mais il n'y a pas de neutralité qui vaille dans ce comité. On l'accepte, on le regrette. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, car au moins les choses sont claires, mais en tout cas, on ne peut pas parler de neutralité. Maintenant, si la question s'adresse à moi, est-ce que je suis neutre? Et manifestement, vous en doutiez, puisque j'avais utilisé un mot qui, visiblement, vous a profondément heurté, celui de saccage. Si je vous ai heurté, je vous prie de m'en excuser. Il n'en reste pas moins que je maintiens ce terme. Saccage, destruction, peut-être le mot saccage est-il un peu plus péjoratif. On peut dire destruction. Moi, je suis juriste et globalement assez légaliste. J'estime que les règles de droit doivent être respectées. Ça n'est pas en arrachant des OGM qu'on fait évoluer les choses. D'accord? Bon, donc c'est mon point de vue.
La seule chose que je disais, c'est que le HCB, excusez-moi, je ne suis pas claire, le HCB, c'est pas la police, c'est pas non plus la justice. Donc lorsque les gens arrachent les OGM ou saccagent encore une fois les OGM d'une manière ou d'une autre, ça n'est pas au HCB, moins à moi encore, de prendre parti sur la question. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que cette réalité-là rend particulièrement difficile le fait d'organiser un débat au sein d'une instance de parties prenantes. C'est tout ce que je voulais dire. Et qu'à partir de là, il y a une vraie réflexion qui doit être engagée sur est-ce que ces gens-là ont toute légitimité à siéger dans ce comité parce que le législateur l'a voulu dans une logique de contradictoire, ce qui d'une certaine manière paraît logique, et parce que, comme ils le disent eux-mêmes, s'ils n'avaient pas saccagé, le HCB n'existerait pas. Voilà. Ou bien est-ce qu'au contraire, on considère, comme vous l'avez dit d'une certaine manière vous-même tout à l'heure, que ce type d'instance ne peut fonctionner qu'à partir du moment, comme vous l'avez laissé penser, qu'à partir du moment où il y a une trêve qui s'installe. Vous avez dit, qui a commencé, c'est pas nous, ce sont eux, etc. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce type d'instance n'apportera quelque chose d'utile qu'à la condition de se mettre d'accord sur l'existence d'une trêve? Moi, c'est ça que j'attends. Et dans ce contexte-là, effectivement, j'ai tendance à condamner le fait de soutenir les arrachages. Merci. Mais dans ce contexte-là, ça m'est bien d'accord. Oui, bonsoir Claire Veil. Moi, j'aurais une question qui poursuit un petit peu l'échange qui vient d'avoir lieu et une question supplémentaire. La première question serait la suivante. Comment verrais-tu l'évolution de la composition de ce conseil, le CES, de telle sorte qu'il produise réellement des avis scientifiques, indépendants, sachant que j'ai quand même une question procédurale, une question sémantique. La question procédurale est pourquoi serait-il nécessaire, sachant que bien souvent le comité scientifique rend lui-même des avis qui, pour le politique, sont relativement complexes pour la prise de décision, de considérer qu'il faudrait que le CES travaille séquentiellement après le premier comité, parce que je disais tout à l'heure, le CES se saisit de l'avis scientifique et émet ensuite des recommandations. Pourquoi d'ailleurs recommandations? Ça pourrait être aussi un avis, si c'est un avis scientifique. Donc, il y a la question de comment on pourrait faire évoluer les choses de façon, je dirais, vertueuse, de telle sorte qu'on ait réellement deux avis scientifiques, l'un l'avis du premier comité sur les aspects scientifiques et l'autre sur les aspects plus économiques, sociaux, enfin sociétaux. Ça c'est la question numéro 1. Et la deuxième question, effectivement, on observe une multiplication des instances dans un scénario où on conserverait, je dirais, l'aspect positif de l'expérience de ce haut comité. Pourrait-on imaginer un comité différent qui englobe des sujets plus importants que ceux des OGM? C'est-à-dire, serait-il utile d'imaginer un comité sur la technologie aujourd'hui, sachant que demain, bon, d'une part, il y a des points de recouvrement avec les nanotechnologies et les aspects de modification génétique, et d'autre part, demain, on peut avoir des nouveaux sujets qui vont pouvoir concerner des questions à la fois de risques sanitaires et environnementaux et de risques sociétaux. A-t-on besoin de multiplier les instances et peut-on pas réfléchir plutôt à une architecture différente? Il y a des études qui ont été faites sur cette question, qui ont rendu des avis divers, donc ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur cette architecture. D'accord. Alors, d'abord un petit point sur avis et recommandations. Tu as dit pourquoi l'un rend des avis et l'autre des recommandations. Il y a tout un débat sémantique sur ce point que je ne trouve pas très intéressant. Il faut juste savoir que pour les uns, le fait que le CES rend des recommandations illustre très clairement la volonté du législateur de faire en sorte que, au fond, ce ne soit qu'une cerise sur le gâteau ou un petit supplément d'âme, la recommandation du CES, que ce qui vaudrait au premier chef, ce serait l'avis du CES, tandis que l'autre, au contraire, considère que puisque le CES rend des recommandations, c'est lui qui recommanderait véritablement in fine et aurait donc un poids beaucoup plus important que celui des scientifiques. Bon, la réalité,
c'est que les deux comités rendent l'un son avis, l'autre sa recommandation dans les mêmes termes aux décideurs, et que le décideur a ces deux éclairages en main, puis ensuite se débrouille pour prendre une décision. Voilà, moi je ne trouve pas qu'on puisse aller vraiment très loin sur ce terrain-là. La deuxième chose, tu disais comment faire en sorte qu'effectivement le HCB s'améliore pour rendre des avis plus scientifiques. Ça, c'est un objectif auquel il faut se tenir, effectivement. Il est indispensable que le HCB progresse dans ce domaine-là, et en particulier sur le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celui d'une véritable expertise socio-économique. Là, plusieurs choix sont possibles. Je ne vais pas tous les lister parce qu'on n'a pas le temps, mais grosso modo, on pourrait considérer que le comité scientifique pourrait faire cette évaluation scientifique qu'est l'évaluation socio-économique. On pourrait aussi considérer que l'évaluation socio-économique requiert la mise en place d'un troisième comité, de sorte que le comité de parties prenantes débattrait à partir de deux avis différents. Bon. Ça n'est pas véritablement pour toute une série de raisons, pratiques, plus théoriques, etc., ça n'est pas véritablement l'orientation dans laquelle on s'achemine. On est plutôt dans une logique qui consiste à mettre en place, non pas un troisième comité, mais un groupe d'experts auprès du CS et auprès du CES qui pourrait répondre à l'ensemble des questions de type socio-économique des deux comités, car les questions socio-éco ne sont pas l'apanage du comité économique, éthique et social, et qui pourrait les traduire en véritables questions d'expertise qui ensuite seraient sous-traitées à l'extérieur. C'est vraiment vers ça que l'on va, et le rapport d'experts serait ensuite annexé à la recommandation du CES, de telle sorte qu'il existe par lui-même et qu'il ne soit pas modifié, instrumentalisé, etc., ou étouffé, que sais-je, par certaines parties prenantes ou certains scientifiques. Et puis ton troisième point, une instance qui englobe des sujets différents, oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout favorable à la multiplication des instances, et s'il s'avère, ce que je pense personnellement, mais d'autres peuvent avoir un autre point de vue, s'il s'avère qu'effectivement le HCB peut être un bon modèle dans d'autres domaines, alors effectivement, dans ces conditions, il faudrait un HCB version numéro 2 qui permette effectivement de traiter d'autres sujets, et on pense en particulier aux nanotechnologies. Monsieur ? Oui, Laurent Bueller, InfoGM. Là, je m'exprime en nom propre. Je voudrais d'abord signaler que quand on parle des avis de l'EFSA, ou de la ESA, comme on veut, il ne faut pas oublier que c'est l'INSI qui en fait sert de base d'expertise, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui ne sont pas complètement indépendantes de l'industrie. Donc l'EFSA n'est pas de ce fait complètement indépendant de l'industrie. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans la présentation historique, en fait, entre guillemets, de l'HCB, normalement, ça n'a pas fait parler aussi du fait qu'il y a une sorte de pression de l'OMC sur les décisions, puisqu'en fait, l'OMC impose la commercialisation de ces OGM. Et de ce fait, on a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et dans ce cas, nous sommes obligés de fournir des arguments scientifiques pour pouvoir éventuellement refuser, dans le cas du Monsanto 810, même s'il y a eu débat évidemment sur la façon dont ça s'est fait, refuser un OGM. En fait, le problème, c'est qu'on se demande pourquoi le HCB ne commencerait pas déjà par chercher, enfin, trouver très facilement, si vous voulez, des failles dans le raisonnement scientifique défendu par les promoteurs des OGM qui s'appuient après sur l'OMC pour faire passer leurs produits. J'ai vraiment du mal à vous comprendre. Vous pourriez parler un petit peu plus doucement ou distinctement. Excusez-moi. Donc je me demande pourquoi le HCB ne pourrait pas chercher d'abord des failles dans les raisonnements, enfin dans les démonstrations scientifiques des promoteurs des OGM, qui sont très faciles à trouver dans un certain nombre de cas, parce qu'il y a des biais dans les protocoles d'expérimentation de Monsanto et d'autres. Et tant que ces failles ne sont pas mises à jour, en fait, on laisse passer les dossiers de manière un petit peu, je trouve, assez légère, de mon point de vue. Et, je peux donner un exemple, si vous voulez, sur le BT, dont tous les scientifiques disent qu'en fait, la protéine BT ne passe pas la barrière stomacale, alors que la seule expérimentation sur laquelle il s'appuie
est une expérimentation qui a été faite avec un taux d'acidité très supérieur à l'acidité de l'estomac d'un être humain normal. Et donc, cette expérimentation n'a rien démontré. Et pourtant, la plupart des pro-OGM se servent de cette étude pour dire qu'il n'y a pas de problème. Le HCB là-dessus n'a rien dit. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, il y a des arguments scientifiques vraiment très sérieux pour éviter la dissémination des OGM et la présence dans l'alimentation. Je parle surtout des PGM, donc des plantes génétiquement modifiées, plus que des OGM en fait. Et en fait, il n'y a pas de travail vraiment de sérieux de fait dans le HCB sur ces questions-là. D'abord, avant de répondre à la question difficile que vous me posez, ou plutôt pas une question que vous me posez, en fait, c'est une critique que je voudrais simplement dire qu'on ne peut pas dire que l'OMC nous impose la commercialisation des OGM, c'est pas possible de dire ça. L'OMC ne nous impose pas la commercialisation des OGM. Oui, c'est une manière de présenter les choses. La réalité, c'est que l'OMC se fiche complètement qu'il y ait des OGM ou pas des OGM. Simplement, si vous voulez interdire la commercialisation des OGM sur votre territoire, effectivement, il faut apporter des arguments de nature, ou bien à démontrer qu'il y a un risque plausible pour l'environnement et la santé, ou bien, et c'est plus difficile, c'est vrai, la loi est beaucoup plus étroite, qu'il y a un impact socio-économique qui pose problème. Là, c'est effectivement beaucoup plus difficile. Et on ne peut pas dire que l'OMC impose la commercialisation des OGM. On est bien d'accord, hein? Bon, d'accord. Sur le deuxième point, j'entends bien qu'il y a une critique audible sur le fait que le HCB jusqu'ici, et plus particulièrement le comité scientifique, n'aurait pas suffisamment mis le doigt, prêter une oreille assez attentive aux failles qui se situent dans les études des pétitionnaires. Puisqu'en fait, les pétitionnaires sont obligés par la réglementation de produire tel élément, permettant aux scientifiques de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de risque pour l'environnement et la santé. Et ce que dit monsieur, juste pour me remettre dans son contexte, c'est que c'est bien beau de critiquer l'étude faite par Gilles Serralini en disant qu'elle ne présente pas une puissance statistique suffisante, elle ne permet pas de conclure à ceci, mais que parallèlement, on peut formuler des critiques de même nature à l'égard des études qui sont faites par les industriels. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est deux choses. La première, c'est que il y a, et visiblement vous avez l'air d'être un observateur attentif du HCB, c'est bien, donc vous reprendrez l'intégralité des avis du comité scientifique depuis 3 ans et demi, et vous verrez qu'il y a très régulièrement, dans les avis, même presque systématiquement, dans les avis du comité scientifique, je pourrais vous les donner si vous voulez, une phrase qui indique que les études des pétitionnaires, tous, Syngenta, Pioneer, etc., que sais-je, ne permettent pas, donc ces études notamment qui sont faites sur les rats pendant 90 jours pour étudier la toxicité aiguë, ne permettent pas de conclure à la sécurité de l'OGM. Parce qu'en général, l'industriel dit « je conclus à partir de là à la sécurité de l'OGM ». Non, dit le comité scientifique, on ne peut pas conclure à la sécurité avec ces études-là, on peut simplement dire éventuellement que nous n'avons pas vu de différence entre l'OGM et sa contrepartie non OGM, mais on ne peut pas conclure à la sécurité. Bon, c'est une phrase dans un avis, et c'est toute la difficulté que j'évoquais tout à l'heure, d'arriver à présenter des avis qui soient suffisamment clairs en termes de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui est susceptible d'être problématique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Probablement, le comité scientifique, et il le reconnaît lui-même, a encore à s'améliorer sur ce point. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que, à l'évidence, l'étude, puisque vous en parliez vous-même tout à l'heure, l'étude de Gilles Serralini, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle présente des failles importantes du point de vue du raisonnement scientifique, a au moins eu ce mérite, et ça je crois que beaucoup le reconnaissent aussi, de mettre au centre du débat la question que vous posez, c'est-à-dire la question de savoir si, parallèlement, les études sur lesquelles l'autorité publique se fonde pour prendre ses décisions, que ce soit d'interdiction ou d'autorisation, eh bien, permettent
effectivement de prendre des décisions éclairées. Nous, au Comité économique, éthique et social, nous avons adopté une démarche, une position assez circonspecte à cet égard, en disant qu'il faudrait vraisemblablement multiplier les études de long terme et que les études de toxicologie à 90 jours étaient vraisemblablement insuffisantes si on voulait véritablement savoir quels étaient les risques chroniques en la matière. Voilà. C'est la position du CES, qui n'est pas nécessairement celle de tout le HCB, mais ça vous fait toucher du doigt toute la difficulté qu'il peut y avoir quand il y a deux comités, pas nécessairement en phase l'un avec l'autre. Mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Merci. Monsieur. C'est encore à propos de la composition du comité économique et environnemental. Il a bien été créé après le Grenelle de l'environnement, donc dans une préoccupation environnementale, vous nous l'avez rappelé, mais vous nous avez aussi rappelé que les professionnels de l'agriculture, parlons de plantes, ont en majorité quitté le comité il y a 6 mois. Donc dans cette composition, comment se fait-il, n'est-ce pas, que nous ayons disons, un état de fait en France et en Europe qui fait qu'il y a une telle réserve vis-à-vis des plantes génétiquement modifiées que pour faire de la recherche ou pour les cultiver, il fallait aller en dehors de l'Europe, n'est-ce pas? Donc, et qu'on ne se préoccupe pas de ce fait autant ailleurs qu'en Europe de ces problèmes sanitaires. C'est un premier point. Le second, je voudrais, c'est à propos d'un certain consensus scientifique qui semble pas pris en compte, à savoir qu'en 2002, l'Académie des sciences et de médecine a dit que la distinction qu'on faisait en Europe de la réglementation entre les plantes qui sont naturelles